Moi, je voudrais juste faire deux remarques, enfin une remarque, une grande remarque. Il me semble qu'à travers ces communications que nous venons d'entendre, on voit bien le double mouvement, la double dynamique des pratiques culturelles dites de rue, que ce soit le street art ou d'autres pratiques qui peuvent être aussi les expressions culturelles villeras, peut-être que Felipe pourra les développer davantage. Donc, il y a à la fois le potentiel démocratique et en même temps les contradictions qui sont révélées ici. Le potentiel démocratique, parce que évidemment, comme on le voit dans le street art, comme ça a déjà été étudié, et je vous renvoie aussi à l'ouvrage d'Olivier Daben sur street art et démocratie en Amérique latine, il y a une véritable une expression politique de l'artiste de rue parce qu'il intervient dans l'espace public, parce qu'il y a peut-être un message ou peut-être pas, mais même s'il n'y a pas de message, ça incite à la réflexion. Ça renvoie aussi à une démocratie, à la démocratie des émotions. Il y a l'expression d'une identité, la valorisation d'une valeur d'usage, comme disait Felipe. Donc, un véritable, en tout cas, une expression qui peut être qualifiée, je pense, de politique de ces pratiques culturelles dans l'espace parce qu'elles se déploient dans l'espace public urbain. Et l'autre mouvement, ce sont les contradictions et les paradoxes qui se révèlent ici avec la perte finalement du caractère contestataire de ces pratiques qui étaient à l'origine leur objectif, contester, résister. Vous avez utilisé dans les communications ces verbes-là. Et en réalité, enfin, dans un certain nombre de cas qu'on a vu ici, les pratiques artistiques de rue finissent par participer de la gentrification, se retourner contre les populations les plus défavorisées et qu'elles sont censées défendre. C'est ce que je vois dans ces communications. Donc, à partir de là, moi, je poserai 3 questions, mais je vais laisser aussi le public. Et évidemment, je vais regarder le chat. À Medellín, je voulais savoir, Johanna, à qui profite finalement, Johanna, à qui profite cette régénération urbaine de ces quartiers défavorisés? Est-ce que ça finit par devenir effectivement plutôt un lieu pour touristes plus qu'un lieu pour un lieu de démocratisation culturelle? Et j'avais une question pour Felipe sur Buenos Aires, sur les villas miserias et sur les projets dont vous parliez, Felipe. Est-ce que les habitants ont été consultés? Est-ce qu'il y a eu des processus de participation populaire dans le cadre des grands projets culturels de la mairie dont vous parliez? Voilà, c'était mes 3 questions. Mais je passe au chat. Alors, Sarah Fleury, bonjour à tout le monde. Merci encore pour vos communications passionnantes. Un petit ensemble de questions pour Johanna Carvajal. L'impact de la mise en tourisme de la Comuna 13 de Pastil, la simple dimension symbolique de l'ouverture internationale de cette comuna. Et comment les acteurs de la comuna gèrent-ils le voyeurisme des touristes étrangers? Existe-t-il un risque de folklorisation de la vie locale? Je crois que c'est tout pour les questions. Très bien. Alors, je vous laisse répondre peut-être par ordre d'apparition. Johanna, peut-être? Elle va donc venir ici. Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions, cet ensemble de questions. Et je vais essayer de répondre peut-être en faisant un discours qui va les englober et toutes. Donc, on a parlé de voilà, qui profite de ces régénérations urbaines. Tout d'abord, je pense que c'est la population elle-même, bien qu'il y ait des contradictions, puisque voilà, quand il y a des politiques qui viennent du gouvernement, bah, pour la plupart, malheureusement, il y a une certaine ignorance de la vie sur place. Donc, comme je disais dans ma présentation, des rythmes et de la quotidiennité des habitants. Néanmoins, cela n'empêche que des choses positives en sortent, c'est-à-dire qu'il y a pour la part de la population, par exemple, l'accueil et le dialogue et partager leur mémoire directement avec des personnes qui sont étranges et où auparavant on n'avait pas eu de circulation, disons,
des ponts, des passerelles avec d'autres citoyens de la ville, d'autres quartiers, d'autres personnes, d'autres villes et des étrangers. C'est le fait que les personnes s'approprient autrement leur espace et leur narration, c'est-à-dire finalement quelqu'un s'intéresse à eux chez eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un musée, on n'est pas dans des mises en récit institutionnelles, mais on est dans l'échange humain. On est vraiment dans la rencontre et je pense que à cette échelle vraiment, comment dire, personnelle, ce sont des liens qui sont, d'après moi, qui amènent beaucoup de valeurs, soit au sens de l'identité, mais aussi à l'empathie et à ce sens de vivre avec l'histoire et avec la vie des gens. Ensuite, l'image du quartier, il va changer aussi l'image du quartier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment à une échelle internationale, l'unique référence construite par le média pour la ville de Medellín, c'est la série Narcos. Donc, c'est une régénération aussi de l'image qui part dès l'intérieur des quartiers pour montrer que voilà, la Colombie et la ville n'est pas que ces récits, bien qu'on a besoin absolument de se réapproprier de ce qui s'est passé dans les années de narcoterrorisme. Du coup, le changement de référence fait que cela puisse avoir encore un lien avec la population et encore d'autres choses à dire sur ces territoires. D'autres références changent aussi, et ici, je m'arrête sur la personne, comment dire, les artistes urbains. Auparavant, ils s'étaient, comme Daben l'explique aussi dans son livre, ils s'étaient vraiment jugés comme des vandales. Donc, dans le côté voilà, vandalique, destruction du bien public et commun. Tandis qu'aujourd'hui, ce sont devenus des références pour des nouvelles générations, puisque ces artistes autodidactes, aujourd'hui, ont eu l'opportunité de partager leur art dans des festivals de street art autour du monde entier. Donc, pour les enfants, c'est vraiment un exemple de vie et une alternative, comme je disais tout à l'heure, à la violence qui s'impose dans ces contextes très difficiles. Euh, Très vite fait, je vais fermer sur le voyeurisme et les risques de folklorisation. Effectivement, c'est quelque chose qui est un risque, mais ceci, c'est un risque que nous voyons de l'extérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, comment dire, on vit autrement l'expérience. On est complètement guidé par le collectif d'artistes qui sont eux-mêmes du quartier. Donc, c'est eux-mêmes qui, à travers ces années, ils ont fait ce qu'on appelle en France, on adore parler de la médiation, mais là-bas, il n'existe pas ces mots. C'est en fait, c'est parler avec les voisins, c'est faire un repas commun voilà, pour parler des comment on va accueillir les gens, mais c'est d'une manière vraiment où ça se passe de manière très amicale, parce que en fait, les habitants sont des gens qui ont vu grandir ces artistes. Du coup, on se connaît, on grandit avec les voisins dans ces quartiers où à l'extérieur, il a vraiment envie plus qu'à l'intérieur des maisons parfois. Et donc, la folklorisation, ce sont déjà des phénomènes qu'on ne peut pas maîtriser en avance et que ce sont aussi des produits de ces chocs et de ces rencontres. Et je trouve qu'une évaluation de ces phénomènes, c'est quelque part essayer toujours de mettre dans des cases et analyser cette chose qui, pour moi, doivent avoir un privilège plutôt dans l'ordre de cette rencontre et de cette chose qui se passe sans le préméditer, mais qui est juste là, et c'est bien que ça se passe aussi. Oui, c'est vrai. Felipe, vous avez la Oui, parole. oui. Pour ce qui est le processus de consultation, alors faut savoir que le barrio 31, c'est 40 000 habitants. Donc, tout le projet en soi, ça implique énormément d'interventions différentes avec d'unités gouvernementales qui travaillent sur différents aspects en même temps. Depuis un bon moment quand même sous une seule unité de la ville et qui est exclusivement dédiée à ce projet-là et qui a exactement le même niveau en termes organisationnels qu'une secrétariat. Enfin, que le secrétariat de transport, par exemple, a le même statut que toute l'unité qui travaille. Donc, c'est un projet très, très important pour la ville. Et donc, du coup, ça implique énormément de travail. Et ce projet particulier de parc suspendu, avec la crise économique, a été
mis un peu en arrêt jusqu'à que des nouveaux financements de la Banque interaméricaine de développement arrivent. Entre-temps, ces financements-là, ils sont en train d'être redirigés vers d'autres politiques, même à l'échelle nationale, beaucoup plus urgentes, bien sûr, dans le cadre de la crise, et encore plus avec la crise sanitaire, sans doute. Mais en tout cas, il y a des processus de consultation. Et pour les fonctionnaires du gouvernement, le processus de consultation dans le Barrio 31 est très, très compliqué parce qu'en fait, c'est un quartier très, très divers. Il n'y a pas d'homogénéité en termes de représentation par les mouvements sociaux des différents habitants, alors que c'est le cas dans d'autres quartiers informels de la ville de Buenos Aires, dans lequel il y a un ou deux seuls mouvements sociaux qui euh, ont une grande influence dans ces espaces-là, et donc le dialogue est beaucoup plus facile. Il y a des allusions, bien sûr, à ce projet-là dans les audiences publiques. D'ailleurs, c'est plutôt un truc qui est très bien de la mairie de Buenos Aires. Tout est disponible en ligne. On peut lire tout ce qui arrive dans les processus de consultation et les audiences publiques des différents projets. Mais par contre, les questions se structurent finalement sur d'autres projets qui font partie de l'agenda plus urgent aujourd'hui dans ce projet-là. Après, peut-être, j'aimerais intervenir avec la question de Sarah et l'intervention de Johanna, là, tout à la fin. Euh, je pense ce qui est bien dans le fait de cadrer, par exemple, ces dynamiques-là dans des concepts comme le févrien, c'est finalement qu'on comprend qu'il y a des forces structurelles qui vont au-delà. C'est-à-dire que la folklorisation, le voyeurisme basé sur ce genre de dynamique-là, comme signalait Johanna, bah, d'une part, je suis d'accord que ce n'est pas forcément un truc mauvais. Euh, bon, bien sûr, dans le cas précis de ce parc suspendu, il y a sans doute un caractère très figé, non, de ce que c'est les expressions culturelles dans les bidonvilles. C'est juste la diversité culturelle latino-américaine qui s'exprime par une religiosité associée euh, en fonction des différentes nationalités. En plus, c'est-à-dire qu'on ne perçoit même pas que ces 5 différentes nationalités qui sont exprimées dans le quartier puissent créer des formes un peu hybrides et nouvelles. Mais après, moi, j'ai seulement parlé de ce projet-là, et pourtant, il y a d'autres dynamiques par rapport aux expressions culturelles vicheras et les politiques urbaines qui ont lieu aussi, et peut-être un peu plus du côté des discours légitimateurs. Et là, je pense peut-être à la gastronomie. Et là, je voudrais dire une chose positive, c'est-à-dire que dans les médias, depuis le projet d'intégration sociale urbaine dans la mairie, on voit dans les médias partout des articles qui signalent des restaurants péruviens, boliviens, des fusions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, on inverse quand même, et surtout dans une société comme la porteña, très classiste et très raciste. Hein, enfin, ce côté-là, non, de la culture comme outil légitimateur, même si finalement est au service de projets qui ne répondent pas forcément aux besoins matériels de l'intégration, bah, je trouve que c'est quelque chose de bien. Donc, c'est très simple de critiquer. D'ailleurs, mon intervention pourrait passer comme une intervention qui critique tout et pas du tout. C'est juste, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que finalement, avec des termes très structurels comme valeur d'échange et valeur d'usage, bah, il y a des forces structurelles qui nous échappent, et c'est pas un truc très méchant non plus. Je sais pas, Sarah, si elle veut écrire, on peut aussi avec Johanna continuer à en discuter. Mais en tout cas, et là je ferme, parce qu'on a tous faim, j'imagine. Moi, ce que j'ai fait dans mon mémoire, c'est plutôt comprendre pourquoi au Mexique, la politique des régularisations était plutôt axée sur l'octroi des titres de propriété, et plutôt dans les années 70-80, et en Argentine plutôt dans les années 2000-2010. Donc la première partie, c'était un peu comprendre l'évolution euh, de ces politiques-là, telles que conçues par les organismes internationaux. Et donc du coup, forcément, on parle de 2 moments du processus d'accumulation capitaliste différents, et pourquoi ces projets qu'on voit un peu partout, hein, parce que c'est drôle, on voit les murs à Medellín, les murs au Mexique et les murs à Buenos Aires, finalement, ils reprennent très souvent des mêmes figures. On voit quand même une homogénéisation aussi de ce que, euh, par exemple, très en lien aussi avec le côté plus diversité latino-américaine.
Et du coup, après, il y a une deuxième partie qui était plus en lien avec les dynamiques entre acteurs et pourquoi en Argentine, dans un pays dans lequel les organisations sociales sont très axées sur l'économie informelle, la question de l'emploi à travers la construction d'infrastructures est plus intéressante pour créer une politique, une chose qu'au Mexique n'existe pas, avec une société civile très, très désarticulée. Donc voilà, c'était un peu mes commentaires et j'aimerais bien en discuter avec Sarah parce qu'en fait, ces questions, elles sont très bien, aussi bien pour Johanna que pour moi, je trouve. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup, Felipe. Merci beaucoup. Merci à vous trois.